Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale, vision spéciale consacrée ce soir à la situation socio-économique au Maroc. Le Maroc qui, dans la tourmente, rien ne semble faire oublier au peuple marocain ses déboires, ses conditions de vie difficiles et précaires et la dégradation du pouvoir d'achat. Une inflation galopante et un taux de chômage dépassant les 12%. Les Marocains continuent de manifester leur colère et leur désarroi face à un pouvoir totalement autiste. Le gouvernement Akhanouch ne cesse d'appauvrir le peuple, comme le montrent les diverses mesures fiscales contenues dans la loi de finances pour 2023. Et pour ne rien arranger, la situation des libertés laisse à désirer. Selon plusieurs ONG et de membres de la société civile marocaine, les arrestations arbitraires et les détentions dans les geôles du Marzen se multiplient dans l'irrespect le plus absolu des droits de l'homme. Les Marocains sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes face au mutisme d'une communauté internationale qui fait mine de regarder ailleurs lorsque les droits et libertés individuelles et collectives du peuple marocain sont bafoués au quotidien. Pour décortiquer cette situation, ces faits, les tensions sociales qui ne cessent d'augmenter, les manifestations quotidiennes parmi toutes les franges de la société au Maroc. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux spécialistes avec nous sur ce plateau. Monsieur Mourtal Saïd Mediouni, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions sécuritaires, également des nôtres par Skype depuis Mulhouse en France. Abdelatif Zeraidi, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, je vous remercie pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté, monsieur Zeraidi. Vous êtes activiste politique et opposant marocain. Messieurs, bienvenue. Alors avant, justement, d'entamer ce débat, nous allons revenir en images sur la situation au Maroc et le mécontentement du peuple face aux inégalités dont il fait l'objet, notamment le corps des enseignants qui ne cesse de réclamer ses droits à sa tutelle. C'est dans ce reportage, il est signé Yasmine Massoudi. Ces images font désormais partie du quotidien des Marocains. Indignés, les enseignants contractuels sont montés au créneau hier, s'insurgeant contre des conditions de travail déplorables et dénonçant l'attitude des autorités marocaines qui font la sourde oreille à leurs revendications. فإلى متى السياسة ديال المكيالين في حق الأساتذة يتابعون بشي حوايج اللي كنشوفوا الجماهير خرجت ودارتهم في الشارع العام. Face à l'indifférence de la tutelle, les enseignants marocains se disent engagés à poursuivre leur lutte. إذا ما زلنا متشبثين بحقنا العادل والمشروع في الوظيفة العمومية وما زلنا على درب النضال. هذه المحاكمات لن تثنينا عن حقنا العادل. لا زلنا صامدون، لا زلنا متمسكون بإسقاط التهم على هاد الأساتذة اللي خرجوا احتجوا بشكل سلمي وبشكل حضاري وطالبوا بحقهم في الوظيفة العمومية والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ونحن مستمرون دائما إلى غاية تحقيق جميع المطالب. La coordination nationale des enseignants au contrat imposé au Maroc a organisé des marches de protestation à Fès et Marrakech, en plus d'une manifestation à Rabat coïncidant avec le procès de leurs collègues. Les protestataires ont exprimé leur rejet du procès en appel de 45 professeurs contractuels jugés en raison de leur participation à une manifestation dans la capitale marocaine. Monsieur Mourtal Saïd Mediouni, c'est avec vous que nous allons commencer. Alors on l'a vu en images il y a quelques instants, et puis vous le savez, toutes les couches sociales sont touchées par la dégradation des conditions de vie. Au Maroc, aucune catégorie n'est malheureusement épargnée. Médecins, avocats, professeurs, enseignants, la pauvreté et l'injustice règnent. Et puis voilà, donc manifestation et cris de colère du peuple marocain. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Merci pour cette question. D'abord, je salue votre invité à partir de Mulhouse. Et puis voilà, on essaiera juste d'être objectif parce qu'aujourd'hui on vit une récession économique mondiale. Donc pour que les gens ne nous accusent pas de nous focaliser uniquement sur le Maroc, moi je voudrais remettre les choses dans leur contexte mondial. Aujourd'hui le monde entier en souffre. Beaucoup de sociétés sont en train d'aller vers une pauvreté extrême. En Europe par exemple, avec la crise d'énergie, les conséquences de cette crise russo-ukrainienne, fait qu'aujourd'hui, vous savez que quand les prix du carburant augmentent, c'est tous les produits qui augmentent. En plus de ça, aujourd'hui, on a vécu aussi, et on vit toujours, cette crise de céréales. Et vous savez que la société arabe, en général, c'est de ça qu'elle vit. Et aujourd'hui, le Maroc, il a connu cette année une sécheresse qu'il n'a jamais connue avant. Et ce qui fait que les seules ressources du Maroc sont le tourisme,
une agriculture qui aujourd'hui est en panne, et même le tourisme aujourd'hui. À partir du moment où il y a une crise économique mondiale, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent la main dans la poche pour aller faire du tourisme aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui est en train de freiner un peu cette économie marocaine. Comme vous le savez, il y a pratiquement 100 milliards de dollars de dettes du Maroc. Malheureusement, le Maroc a deux problèmes, deux soucis. D'abord, comment il doit faire pour satisfaire cette société qui est en ébullition? Et c'est légitime, les demandes du peuple marocain, parce qu'aujourd'hui, il y a une pauvreté accrue. Dans la loi de finances que vous avez citée de 2023, de ce gouvernement marocain, ben justement, il n'y a plus de classe moyenne. Cette classe moyenne, elle est devenue une classe pauvre. Alors, je ne parle pas des pauvres qui ont toujours été pauvres, aujourd'hui, ils sont encore plus pauvres. Mais je parle de cette classe moyenne qui est en train de disparaître au Maroc. Donc, cette chose-là fait qu'aujourd'hui, financièrement, le Maroc, est-ce qu'il doit investir pour essayer de calmer le front social et améliorer la situation de toutes les catégories de personnes qui manifestent, ou bien est-ce qu'il doit mettre de l'argent pour maintenir ses troupes dans un territoire occupé, le Sahara occidental? Parce que vous savez que ça aussi, et en tant que spécialiste sécuritaire, pour maintenir une armée dans un territoire, surtout que les hostilités ont repris, donc il faut beaucoup d'argent. Donc c'est ça la problématique du Merzen, comment essayer de jouer sur les deux tableaux. Moi, je trouve que aujourd'hui, la génération, elle a changé. Et vous savez, l'oppression, parce que l'appareil de répression du Maroc, c'est ça qui a fait que le Maroc est resté toujours, le peuple a toujours été là, maîtrisé par une répression. Vous avez parlé d'une justice qui n'est pas une justice. Alors, il faut connaître, il y a le dernier livre d'un militant marocain qui a vécu 10 mois en prison, et il vous parle de la corruption dans les prisons marocaines. Donc, même quand vous êtes en prison, vous êtes encore doublement sanctionné. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre génération aujourd'hui, parce que l'apartheid, avec toute sa sauvagerie, n'a pas pu maintenir le peuple sud-africain sous le joug de l'apartheid. Ils se sont libérés. Donc ces peuples finiront par obtenir leur droit, parce que c'est un droit légitime de vivre bien, de ne pas être pauvre. C'est ça aussi. Et c'est ça le grand problème, justement, du Merzen. On a l'impression, d'ailleurs, même la normalisation, elle a apporté quoi au Maroc? Absolument rien du tout. Et vous savez, les Marocains, ils sont comme tous les autres pays arabes. Et c'est ça la problématique que l'Occident n'essaye pas ou n'apprend pas à maîtriser, c'est qu'on rejette la présence de l'étranger. Voilà. Et ça va être un grand problème, justement. Absolument. Donc, vous parlez d'une normalisation qui ne passe toujours pas. Les gens continuent d'investir les rues des grandes villes du pays. Toutes les villes du pays, aujourd'hui, du Maroc, connaissent ces cris de colère-là du peuple marocain pour dénoncer cette normalisation. On a vu des populations entières évacuées de leurs terres pour qu'elles soient données aux nouveaux colons qui sont les Israéliens qui sont venus s'installer. Est-ce que vous pensez que les Marocains vont accepter ça? Ils ne vont pas accepter ça, et ça j'en suis certain. Ça ne fera que accentuer le mécontentement de la population marocaine par rapport à cette normalisation qui finalement n'a apporté que scandale. Parce que si on se rappelle ce qui s'est passé dans l'ambassade israélienne au Maroc, ça aussi, il n'est pas accepté par le peuple marocain, et ça ne fait que ça passe crescendo. Moi je pense que les mois à venir seront encore plus décisifs pour le Merzen. Et nous allons voir justement ce qui se passera au Maroc. Alors Abdelatif Zeraidi, vous êtes, je le rappelle, activiste politique et opposant marocain. Rebonjour. Bonjour, madame. Alors, selon les échos que vous avez de la situation dans votre pays, à quel point la situation est grave? Dites-le nous. Elle est très grave, comme il l'a décrit monsieur qui est sur le plateau. Désolé, je n'ai pas retenu son nom. Et là, je crois qu'il a fait le tour de la situation, très bien dit. On ne peut pas rajouter dans ce sens. Par contre, moi je dis que ce régime, il est en train de vivre ces derniers moments. Il me semble qu'il est impossible que la situation puisse continuer ainsi. C'est que s'il continue comme ça, c'est que vraiment il y a une oppression sans précédent. C'est d'ailleurs qui est toujours le même depuis la nuit du temps. Donc c'est une dictature. La monarchie, il méprise le peuple marocain et ils s'en moquent de ses souffrances, de ses appels. Vous avez bien vu, il y avait des morts, il y avait des drames. Donc on avait des femmes, c'est pas il y a longtemps, qui sont mortes pour un sac de farine dans une bousculade de la misère noire. Là, le commandeur de croyants, et c'est jamais manifesté, par exemple, pour venir sur place, ou par exemple ceux qui ont été chassés de
taudis et démolis pour donner les terres au palais d'ailleurs. C'est le palais qui a voulu ça. Ça n'existe nulle part, ces choses-là. Ça n'existe nulle part. Ah ben là, lui, malgré que les femmes disent, c'est ça qui me désole moi un petit peu, c'est que le Marocain, il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir de cet état de soumission, de cette situation de mendicité. Ils sont en train de mendier leurs propres biens. C'est leur terre, c'est leur pays. Ce pouvoir n'a aucune légitimité. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il l'a jamais eu. Alors là, les Marocains restent dans leurs revendications toujours de misère sociale, c'est-à-dire ils demandent le pain, alors qu'ils pourraient demander la liberté. C'est beaucoup mieux. Et il n'y en a pas d'autre façon pour en découdre avec ce régime que de se révolter, le chasser. C'est la solution qui est la meilleure et la seule. Il faut faire tomber cette monarchie. C'est ce que je dis, moi, c'est ce que je pense, et il y en a beaucoup. Mais en fait, la peur, mais il y a aussi la trahison. La trahison, le Marocain, quelque part, il est hypocrite. L'histoire nous l'a montré, d'ailleurs. Pardon. L'histoire nous l'a montré. Vous parlez de trahison. Ouais. Oui, parce que je ne vous en parle très bien, mais je peux deviner. La situation, ça dure depuis 70 ans. Ça ne va jamais se résoudre parce que le régime est le même. Et pire encore, il s'aggrave parce que, comme l'a évoqué monsieur, la normalisation, la mondialisation aussi, la normalisation, c'est la pire chose qui aurait pu pousser ce peuple à se révolter. Eh bien non, il ne se passe rien toujours. C'est-à-dire ces gens-là sont quelque part, à mon avis, ça n'engage que moi, ils sont quelque part complices de ce qu'ils subissent. Et moi je peux dire qu'ils le méritent bien. Parce que si vous faites rien contre la mondialisation, la normalisation, si vous admettez que toutes les choses qu'on vous a divulguées sur ce régime et sur ce roi en particulier... Alors, Monsieur Zeraïdi, alors oui. Monsieur Zeraïdi, alors c'est vrai qu'on parle d'un régime, vous parlez d'un régime. Certes, le régime est toujours aux commandes, il ne veut surtout pas lâcher les commandes du Maroc, mais Monsieur Médioni, on assiste à une jeunesse qui est éveillée et qui est plus que jamais réveillée aussi. Oui, M. Zeraïdi vient de dire certaines choses qui sont vraies et il pose la problématique du mur de la peur. Parce que justement, ce régime, il est là sur la base d'une répression aveugle, sauvage, et elle est pratiquement quotidienne. Vous savez, le dernier des citoyens, vous lui dites le Makhzni, là, il commence à trembler tout seul. Le mur est brisé du moment que toutes les villes marocaines se sont réveillées. Mais aujourd'hui, cette montée en puissance des revendications sociales, elles vont devenir des revendications politiques, petit à petit. Vous savez, une révolution, c'est des petites étincelles qui feront un grand feu. Et je pense que le peuple marocain est en train de briser le mur de la peur. On ne voyait pas avant, justement, ce genre de manifestation, parce que les Marocains, et d'ailleurs M. Zeraïdi pourra le confirmer, ont toujours vécu dans la misère. Je parle des campagnes, du Rif, des montagnes, où les choses ne sont pas pareilles par rapport à la capitale. Mais justement, cette répression policière du Maroc a fait que ces gens ne revendiquaient rien du tout, comme il vient de le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre génération, les jeunes, il y a les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le Makhzen ne peut plus maintenir ce peuple sous l'information qu'il veut lui donner. Mais aujourd'hui, le peuple marocain est au courant de tout ce qui se passe, même à l'intérieur du palais. Moi, je pense que c'est des petites étincelles, ce genre de manifestations, de mouvements sociaux, de revendications qui vont être à la cause d'un grand feu qui va embraser le Maroc. Mais ça, vous savez que même en Europe, cette crise économique mondiale, cette récession économique, vous savez que les conséquences, c'est dans 5 ans, 6 ans. Et donc, cette mobilisation doit continuer. Un travail de la société civile marocaine, de la diaspora à l'étranger, doit continuer. Parce que même les Européens, ils sont complices contre le peuple marocain. Parce que tous les crimes qui sont commis contre les droits de l'homme au Maroc ne sont pas dénoncés par la communauté européenne. La communauté européenne est en train de puiser dans les richesses d'un territoire occupé, alors qu'elle devait ne pas le faire, puisqu'il y a un arrêt de la Cour de justice européenne. La dernière tuerie des migrants marocains, rien n'a été fait par cette... Donc il y a une complicité de l'Europe
justement. Et je dirais aussi à votre invité, d'ailleurs, cette dernière sortie de M. Emmanuel Macron, quand il a parlé des visas pour les Marocains, je continue à faire une restriction sur les visas. Alors, est-ce que ce peuple qui, on lui exige un visa, alors que tous les Européens rentrent au Maroc avec une carte nationale. Elle est où cette souveraineté marocaine? Est-ce que le Maroc, est-ce que cette jeunesse va continuer à accepter ce fait accompli? Monsieur Zeraidi. Monsieur Zeraidi? Oui. Oui. Je vous entends, madame. Oui, vous nous entendez bien? Oui, dites-nous justement sur la question des visas pour le Maroc. Oui, c'est une humiliation. Comme il a été dit, hein, c'est une humiliation parce que ça prouve quand même qu'on est toujours sous protectorat. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire l'Européen est toujours chez nous honoré, tout ça. Même le dernier SDF ici peut aller là-bas, il est reçu comme un roi. Tandis que nous, on a des élites, on a des médecins qui sont méprisés ici, on a des gens... Enfin, il n'y a pas photo. On est méprisé partout, chez nous et ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a une raison de plus qu'il faut récupérer notre humanité, notre liberté. Et ça ne pourrait se passer qu'en chassant ce pouvoir corrompu. C'est un agent, la monarchie. C'est un agent. Il a toujours exécuté les ordres, c'est tout. C'est un résident général qui est là-bas, assis, c'est tout. Mais la preuve, c'est qu'il vit même en France. Comment vous pouvez diriger ou gouverner un pays quand vous êtes à l'étranger? Oui. Ça n'existe nulle part. Absolument. Alors, le niveau de croissance économique cette année au Maroc ne serait que de 0,8%, ce qui est très faible. Un taux qui est impacté par un déficit, vous l'avez dit, M. Mediouni, par un déficit pluviométrique aigu et accompagné d'un taux d'inflation qui frôle les 9%. Est-ce que le Maroc est face à une impasse sur le plan socio-économique? Ah oui, c'est vraiment l'impasse pour le Maroc. Parce que d'abord, il avait un choix à faire entre cette normalisation, quoique, d'ailleurs, votre invité pourra le confirmer, cette normalisation, elle a toujours existé. D'ailleurs, ce qu'il vient de dire en dernier, votre invité, c'est que le roi du Maroc, c'est pas lui qui décide de la politique marocaine, c'est André Azoulay. Donc, depuis très longtemps, c'est les Israéliens qui ont pris le pouvoir au Maroc et c'est eux qui gèrent la politique marocaine. Donc maintenant, est-ce que, en donnant de leur expérience de répression, comme ils le font à Gaza, contre les Palestiniens, est-ce qu'ils vont imposer leur dictat aux Marocains? Je ne pense pas, parce que depuis 1948, la machine de répression de l'État d'Israël ou l'État sioniste n'a pas empêché les Palestiniens de continuer dans chaque génération à revendiquer leur liberté. Mais maintenant, pour ce qui est de l'impasse économique, vous savez, le Maroc avait une opportunité extraordinaire. D'abord, il avait le gaz algérien. Et le transfert du gaz algérien vers l'Europe, lui, il en profitait gratuitement. En plus que l'Algérie le payait pour ce passage. En plus que toutes les villes, il pourra vous le confirmer, votre invité qui est marocain, toutes les villes de l'Est marocain vivaient sur l'économie algérienne. Donc c'était une bouffée d'oxygène pour le Maroc. Alors aujourd'hui, le choix qu'il a fait... Ils ont fait un choix, voilà, clairement. Le choix, il a fait le mauvais choix, alors que il ne savait pas qu'il allait y avoir la crise ukrainienne, que cette guerre allait impacter le monde de l'énergie. Oui. Donc il a fait un mauvais calcul, et ce mauvais calcul, moi je ne pense pas que le Maroc actuel, du moins les dirigeants marocains, ont le courage ou auront le courage de faire un pas en arrière pour rétablir des relations normales avec leurs voisins, avec lesquels ils avaient plus d'avantages économiques que ce qu'ils sont en train de vivre avec l'arrivée des Israéliens sur leur territoire. Ça veut dire quelles sont les préoccupations réelles du Marzen qui sont bien loin ceux du peuple marocain? Oui, dernièrement, le Maroc a essayé de démarcher auprès du Fonds monétaire international pour d'autres prêts, mais il n'y a plus de crédibilité. Oui. Il est jusqu'au cou avec les dettes, donc il n'y a pas de ressources qui peuvent faire que le Maroc il est crédible pour rembourser ses crédits. Donc il est vraiment dans l'impasse parce qu'il n'arrive... Vous savez, il y a des usines européennes qui étaient installées au Maroc qui ont fermé à cause du manque d'énergie. Oui. D'accord. Il y a des centrales électriques qui sont fermées à cause du manque d'énergie. Parce que même si le Maroc aujourd'hui, comme ils disent, il va ramener de certains pays du Golfe du gaz liquéfié, vous savez que pour le ramener au Maroc, le gazifier, le distribuer aux Marocains, il coûtera énormément cher pour la petite bourse du Marocain, parce que le salaire moyen, il est de 3000 dirhams, alors que la bouteille de gaz, elle est à 90 dirhams, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez que c'est énorme, justement, pour une population
qui appauvrit chaque jour encore plus. Tout à fait. Nous disions, Mediouni, les préoccupations du régime marocain sont très loin de ceux du peuple marocain. Les dirigeants sont totalement détachés de la réalité. Et on le voit avec Ranouch, qui possède plusieurs entreprises pétrolières. Il est accusé de conflit d'intérêts, puisqu'il est censé gérer tout un gouvernement. Le Marzane est entaché par des affaires de corruption également, Monsieur Zeraïdi. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas nouveau. C'est toujours la même histoire. Mais on le voit davantage aujourd'hui. On le voit encore plus. Oui, bien sûr, ça s'aggrave encore plus, c'est du n'importe quoi. Donc maintenant, seulement les Marocains, ils ne doivent pas se focaliser quand même sur Arnouch ou sur un autre. Hein. Ce sont que des pions. Le roi lui-même n'est qu'un autre. Donc il faut se focaliser sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la solution radicale, c'est la révolution. Il faut chasser ce pouvoir. C'est le mal, tous les maux mènent au palais. Donc tous les chemins de corruption mènent au palais. Le palais, c'est la base. Il n'y a pas d'autre solution. Comme ils ont fait en 2011, ça a donné quand même pas mal de choses. Il a fui, il a ramassé sa valise, il est venu ici. Donc ce sera la même chose, mais cette fois-ci, c'est de non-retour. Parce qu'ils nous ont trompés, les islamistes. Ils ont, comment dirais-je, manipulé les Marocains. Mais je pense que maintenant, ils sont démasqués. Le peuple est assez plus instruit, enfin, entre guillemets, beaucoup plus conscient, en tout cas, de la situation. Ils sont obligés, on est obligé de faire, comment dirais-je, le grand saut, c'est de se débarrasser de cette monarchie qui est une insulte à l'humanité. C'est tout ce que je peux dire. Comment se débarrasser? Vous parlez de... Comment, selon vous, la meilleure méthode de se débarrasser de cette monarchie, comme vous le dites? Une grève générale, ça, comme ça a été fait dans d'autres pays. On se rappelle de Sri Lanka, où si ma mémoire est bonne, comment ils ont les peuples qui sont déterminés, ils ont pris comme destination le palais, et puis d'autres, ils ont pris le con. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, il y a d'autres façons, c'est le boycott aussi, la grève générale de toute façon, ils n'ont rien à faire, ils restent chez eux. Mais le problème, c'est que les forces de l'ordre, qui sont corrompues, qui protègent ce pouvoir, ils doivent aussi comprendre une chose. Et quand ils sortent matraquer leurs frères et sœurs et tout ça, ils doivent comprendre une chose. Il faut arrêter de défendre cette monarchie. Parce que cette monarchie ne sert que les intérêts des sionistes. Il en est une aussi, c'est un sioniste. Et c'est pour ça, comment je les vois manifester contre la mondialisation, je ne comprends pas trop bien. Parce que le pouvoir qu'on a sur place, c'est les sionistes depuis la nuit du temps. Donc ça ne sert à rien de faire de cette manifestation. C'est une officialisation. Oui, avec leur petit drapeau et tout ça, mais il faut chasser le pouvoir, c'est tout. Et la solution, c'est comme ça. Peut-être qu'on ne sait pas comment ça va venir, mais ça va venir forcément. Très bien. Alors, Monsieur Mediouni, alors des conflits d'intérêts, des intérêts qui servent certaines personnes, Arnouch, homme d'affaires et chef de gouvernement, ça ne va pas ensemble. Oui, il y a un conflit d'intérêts, comme vous l'avez si bien souligné, et dans le monde entier, on ne peut pas avoir un homme d'affaires qui gère tout le pétrole, toute la distribution des produits énergétiques au Maroc comme chef du gouvernement, surtout en cette période de crise énergétique. Oui. Tout le truc est là. Mais voilà, ce qu'il dit, c'est que voilà, c'est un régime qui vit la corruption, elle est instituée en règle au Maroc. Le trafic de drogue, il est protégé par les forces de sécurité marocaines et c'est un des moyens de financement de la répression au Maroc et des lobbies à l'extérieur pour défendre justement l'atteinte aux droits de l'homme qui est commise par le régime marocain. Il y a des lobbies européens qui défendent parce qu'ils sont payés par les narcotrafiquants. À vous dire, dernièrement, vous voyez, vous avez vu les manifestations quand l'équipe du Maroc a gagné l'équipe de Belgique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Belgique? Des analystes disent que c'était sous les ordres du Marzane pour mettre la pression sur les Européens avec une communauté qui est majoritaire en Belgique. Comme il y a des narcotrafiquants qui ont menacé même de mort le Premier ministre néerlandais. Comme il y a aujourd'hui la fille du roi de Hollande qui a arrêté d'aller à l'école parce qu'elle est justement menacée de kidnapping par les narcotrafiquants marocains qui sévissent en Hollande. Comme vous avez vu aussi,
Royal Air Maroc qui ramasse tous les Africains, qui les ramène au Maroc et avec lesquels elle fait la pression sur l'Espagne. Donc il y a tout un travail qui est fait par les Israéliens. Donc le Maroc, comme il a si bien dit votre invité, n'est qu'un pion entre les mains des Israéliens parce ils ont toujours voulu rentrer dans le nord de l'Afrique. D'accord ? Et là, ils sont en train de mettre en place leur politique d'expansion. Mais jusqu'à quand ça va durer ? Parce que le peuple marocain, il ressemble au peuple algérien, il finira par se révolter un jour. Le peuple algérien a vécu 132 ans sous le joug colonial, mais il est arrivé chaque fois des petites révolutions jusqu'à la grande révolution de 54 où on a chassé tout le monde. Aujourd'hui, il le dit bien votre invité, le Maroc est toujours sous protectorat français, donc il n'a même pas sa souveraineté entre ses mains. D'ailleurs, quand je vois cette histoire de visa, j'ai envie de me tirer les cheveux à la place des Marocains. Je n'admets pas que quelqu'un rentre chez moi avec une pièce d'identité alors que moi, on m'exige un visa. Donc là, ça veut dire que les Marocains ne sont pas chez eux. Donc les Marocains, comme il l'a si bien dit, doivent continuer la révolution. Vous savez, le mur de Berlin, il est bien tombé. D'autres révolutions dans le monde. Il suffit qu'il y ait cette volonté, cette soif de liberté pour que les peuples se soulèvent. Et quand un peuple se soulève, jamais on pourra lui enlever sa liberté. D'ailleurs, on dit bien, et ça a été les Chiliens, Pueblo unido jamás serás vencido. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Tout à fait, c'est bien dit, M. Mediouni. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de l'illusion du développement qui ne prend plus ? Donc, après avoir fait croire à la communauté internationale que le Maroc est une sorte de bon élève, cette illusion n'est-elle pas parvenue à sa fin ? Ah oui, elle est parvenue à sa fin. D'ailleurs, la brouille entre le Maroc et la France dernièrement, les revers diplomatiques que reçoit le Maroc à chaque fois de la communauté internationale. D'ailleurs, même l'Espagne, elle a été rappelée à l'ordre par l'Union européenne en lui intimant l'ordre de ne plus être en accointance avec le régime marocain quant à l'atteinte aux droits de l'homme concernant le dossier des migrants qui ont été assassinés. En plus que l'ONU a classé le Maroc comme le premier pays producteur de drogue, et cette drogue, elle est en train de toucher à la santé mondiale. Donc aujourd'hui, ce pays, il est au bord des accusés sur pas mal de crimes. D'ailleurs, on connaît cette histoire d'assassinat à l'extérieur. C'est justement opposant. D'ailleurs, je parlerai du bâtonnier qui était ministre des droits de l'homme, qui a été mis en prison. Donc cette répression, elle va aller jusqu'où ? Le problème, c'est que cette mobilisation populaire doit continuer. Elle doit être canalisée et avoir pour objectif, comme il vient de le dire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est le changement de régime au Maroc pour que les Marocains retrouvent leur liberté, leur dignité surtout, parce qu'aujourd'hui, la présence d'Israël sur les terres marocaines, ils ont touché à la dignité des Marocains. On est tous pareils dans le nord de l'Afrique, comme dans les Arabes. D'ailleurs, l'erreur des Américains en allant en Irak, ils pensaient qu'ils allaient installer une démocratie et repartir. Ils se sont trompés sur la sociologie du peuple arabe qui n'accepte jamais la présence d'étrangers, encore moins celui de l'Israélien. Donc voilà l'erreur du régime du Maroc. Peut-être c'est ça l'erreur fatale qui va conduire à sa chute. Eh bien, il y a la jeunesse marocaine qui investit tous les jours les rues des grandes villes du pays. Alors justement, on va s'attarder un peu sur le taux de chômage. Il s'élève à 12,3%. Il est de 61,2% chez les jeunes entre 15 et 24 ans. Monsieur Zeraidi, qu'est-ce qui explique un tel abandon de la jeunesse marocaine par le Marzen ? Près d'1,5 million de jeunes âgés de 15 et 24 ans n'appartiennent pas au marché du travail, ne suivent aucune formation, n'exercent aucune activité professionnelle. Parce que l'économie marocaine est dans l'impasse et cette situation, encore une fois, ça ne date pas d'hier. Nous avons le taux de chômage le plus élevé, les jeunes, bien sûr. Il n'y a rien. Il n'y a aucune opportunité pour eux là-bas, il n'y a aucun avenir. La preuve, c'est que vous les voyez se jeter dans les bras de la mer. Et c'est tous les jours des embarcations, c'est tous les jours des morts qui se jettent comme ça. Mais moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'avec cette comédie de football et tout ça, on les a vus comme lui, il est sorti récemment à Rabat, on ne sait même pas si c'était lui ou un Souzi. En tout cas, on les a entendus quand même crier « Vive le roi » et tout ça, c'est dégoûtant parce que moi, je pense que c'était l'occasion de lui crier à bas le roi, à mon avis, à bas la monarchie, parce que des gens, quand vous n'avez rien à manger, quand vous n'avez aucun avenir et tout ça, et quand même, il faut à un moment donné, comme je dis, assumer, il faut assumer sa part de responsabilité. Donc il y a la situation, elle est toujours terrible.
désagréable, insupportable depuis toujours. Donc la jeunesse doit comprendre une seule chose, c'est qu'il n'y a aucun avenir avec ce pouvoir. D'ailleurs, il dépense des montants faramineux pour l'achat des armes. Et si vous voyez les chiffres, moi, j'arrive pas à comprendre comment ils vont trouver cet argent, d'où ça vient. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes déjà? Qu'est-ce qu'on a fait? On est en guerre contre qui? Moi, je ne comprends pas ça. Et puis, en même temps, il dit les caisses, ils sont vides. Mais il vient quand même ici en Europe pour acheter des palais, vous savez. Absolument. Alors, M. Zeraidi, je me permettrai juste de vous couper pour justement rebondir sur la question des budgets qui sont débloqués justement pour acheter des armes. C'est un paradoxe. Vous savez, c'est un pays, si vous permettez, c'est un pays occupant. Oui. C'est un pays qui a une politique expansionniste. Aujourd'hui, il applique la politique expansionniste d'Israël et se maintenir dans les territoires occupés, parce qu'il y a une armée de libération du Sahara occidental, le Polisario. Donc, eux aussi, ils sont armés pour défendre leur terre qui est reconnue dans la 4e Commission des Nations Unies comme un territoire occupé qui doit être libéré. Donc, c'est le Maroc qui a accepté en 91 un cessez-le-feu pour aller vers un référendum, que juste après, il a mis de côté le référendum pour continuer à se renforcer. On voit le mur et tout ça, tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, pour maintenir cette armée en état de combat, alors que les informations qui nous parviennent même des territoires occupés, on sait que l'armée elle est dans un état lamentable, et ça on le sait, surtout le pauvre soldat. Je ne parle pas des chefs qui sont à Rabat, mais je parle des gens qui sont envoyés sur les territoires occupés. Donc ça demande énormément d'argent. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai dit, vous m'avez posé la question si c'était une impasse. Oui, c'est une impasse. Il ne peut pas satisfaire et le maintien de ses troupes au Sahara occidental et satisfaire les revendications sociales. Maintenant, pour ce qui est de cette jeunesse qui n'a pas de travail et ce taux de chômage, vous savez que les études sont payantes. C'est pas comme en Algérie, c'est gratuit. Oui. Donc les études sont payantes. Et ce fait que les études sont payantes, vous avez une société très pauvre. Très, très pauvres. Les métiers qu'on ne fait plus dans certains pays. Aujourd'hui, ils sont toujours là au Maroc. Vous avez du cireur à celui qui essaie de gagner 1 centime chaque jour. C'est quelque chose de bénéfique pour lui. C'est une bouffée d'oxygène. On a vu des documentaires où des vieilles disaient qu'avant, elles ne prenaient que du thé et du pain et qu'aujourd'hui, elles ne prennent que du thé parce qu'il n'y a plus de pain. Donc, moi, ça me fait mal au cœur de voir ce peuple qui a quand même une histoire, qui a cette façon de voir les choses en tant qu'arabe, continuer, comme il vient de le dire, M. Zeraidi, continuer à subir ce dictat d'un Makhzen, d'un régime qui n'est pas légitime, il est imposé. Et puis, ce pays, ou cette jeunesse, doit enlever l'égoïsme de côté et penser aux générations futures. S'ils veulent donner aux générations futures marocaines un pays digne d'être un pays et sortir de la dépendance de la France, parce qu'ils sont toujours sous protectorat français depuis 1914. Donc là, ils doivent vraiment enclencher un process pour une grande révolution populaire qui mettra à genoux ce régime et qui débarrassera justement les Marocains de la présence d'Israël. En tout cas, c'est à se demander quelle est la stratégie du Makhzen, s'il y a stratégie, étant donné le mépris affiché face aux manifestations et aux cris de colère du peuple marocain. Vous savez, ce n'est pas un mépris, il n'a rien à donner. Il vient de le dire, il n'a rien à donner. Les caisses du Maroc sont vides. Les armes qui sont achetées par le Maroc, qui sont achetées par des pays tierces, d'accord, qui sont les soutiens du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc ne peut pas répondre aux revendications populaires parce qu'il n'a pas les moyens de répondre. Ça d'un côté. D'un autre côté, vous m'avez parlé d'un mépris, il a toujours méprisé son peuple, d'accord. Maintenant, la chose la plus importante, c'est quand on voit toutes les révolutions, quel que soit l'appareil répressif, il peut durer un siècle, mais la révolution finira toujours par gagner. Et c'est ça que le peuple marocain doit se mettre dans la tête. S'il doit penser à un Maroc libre, prospère pour les générations futures, ils doivent s'unir justement pour se débarrasser d'un régime qui les méprise. Monsieur Zeraidi, alors, Monsieur Mediouni, ici présent, nous disait les caisses sont vides, certes, mais on a une oligarchie quand même qui ne cesse de s'enrichir de jour en jour. Tout à fait. C'est paradoxal. Mais c'est évident, parce que quand il y a un pauvre, il y a forcément un riche quelque part. Nous, les Marocains, d'un côté, on est pauvres, c'était tout un peuple, et on a une mafia, une poignée une famille
qui s'empare de toutes les richesses parce qu'il est protégé, il faut dire aussi les choses, hein, il est protégé par les Européens. Maintenant, quand il y a des manifestations comme celle-là, vous ne trouvez jamais aucune chaîne en Europe qui nous soutient, par exemple. Et par contre, s'il y a des manifestations en Iran et tout ça, ils sont focalisés là-dessus, ils attendent que ce régime il tombe parce que c'est le seul qui leur tient tête comme ça. Et moi, quand je regarde ça, je suis dégoûté. Parce que quand on parle, on ne peut pas prétendre être pays des droits de l'homme et accepter que ce régime existe. Mais c'est une honte pour l'humanité entière. Il doit partir. Il doit partir quel que soit le prix. Moi, je le dis, je ne comprends pas comment on peut encore tolérer ce régime-là avec ses béas, avec ses babouches, avec ce truc à la Moyen-Âge. Heureusement que ils le font plus maintenant, moi, pour des raisons fausses, raisons de Covid et des choses comme ça. Mais moi, je pense que il est condamné de toute façon. Il est en train de partir. Ça, c'est une évidence. Il est au pied de mur. Seulement, le peuple il doit saisir sa chance parce que comment dirais-je, une crise, ça peut être aussi une opportunité. La crise qu'on est en train de vivre, il faut l'utiliser contre le pouvoir. Et il faut s'en débarrasser pour une bonne fois pour toutes. Alors, Mediouni, une démocratie à deux vitesses, c'est ce dont M. Zeraïdi parlait. C'est tout de même incroyable, c'est qu'on parle d'un pays où la corruption fait des ravages, où il n'y a aucune liberté individuelle ou autre, mais on a l'impression que ça est présenté comme une sorte de tradition locale au Maroc. C'est à peine si les principaux partenaires du Maroc dénoncent ces faits et gestes. Comme le disait M. Zeraïdi, aucune chaîne ne dénonce les atteintes faites au peuple. Comment expliquer ça ? Madame, est-ce que vous croyez à la liberté d'expression, aux droits de l'homme, tous ces slogans qui sont chantés par les Européens à tue-tête? Il y a des droits de l'homme uniquement en Ukraine, oui. D'accord? Il y a des droits de l'homme pour le foulard en Iran, parce que l'Iran constitue l'ennemi de l'Occident, l'ennemi d'Israël. Alors, cette histoire du Maroc, le Maroc a toujours payé des lobbies. Au lieu de faire nourrir son peuple, il paye des lobbies pour défendre un groupuscule qui se trouve au palais. Maintenant, pour me dire, est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer. Souvenez-vous, peut-être vous êtes jeune, madame, mais la grande révolution islamique en Iran, où il y avait le Shah d'Iran avec un appareil policier répressif mais sauvage, et pourtant, une génération s'est soulevée et on a balayé un régime qu'on ne pensait jamais voir disparaître. Regardez Ceausescu, avec sa police secrète qui était là présente pratiquement dans chaque foyer. Et pourtant, une révolution a emporté. Donc, pour les Marocains, comme vient de le dire M. Zeraïdi, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait prendre en considération cette conjoncture de récession économique mondiale, parce que le Maroc, économiquement, il ne peut pas se relever. Il est à terre, un genou à terre. C'est maintenant qu'il faudrait utiliser cette crise économique et cette pauvreté qui malheureusement frappe un peuple qui ne doit pas vivre de cette façon-là, pour profiter de ça, pour mobiliser encore davantage les Marocains autour d'un objectif, celui de libérer le Maroc. D'autant plus que le secteur du tourisme est revu à la baisse, il connaît des difficultés. Vous savez, le secteur du tourisme, quand vous voyez l'Arabie Saoudite qui vient d'investir 520 milliards de dollars pour un méga projet touristique, je ne vois pas les gens qui vont continuer à aller au Maroc. Oui. Quand on voit que dans 2023, parce que le Maroc, il y a eu cassation de l'arrêt de justice de la Cour de justice européenne concernant les richesses du Sahara occidental. Donc la décision finale, elle va être début janvier 2023, quand tout le monde sera interdit d'exploiter les richesses du Sahara occidental. Il va trouver où les richesses justement pour continuer à financer et sa guerre au Sahara occidental et à essayer de se maintenir au trône. C'est ça que le peuple marocain doit comprendre, que c'est aujourd'hui plus que jamais que l'union est demandée de tous les Marocains pour essayer de vivre dignement, parce que c'est un grand pays, le Maroc. C'est un grand peuple qui peut vivre dignement s'il brise le mur de la peur et s'il met sa dignité avant toute autre considération. C'est ce qu'il est en train de faire au quotidien. Voilà. Monsieur Abdelatif Zeraïdi, alors vous êtes très bien placé pour le savoir, hein, le prix des denrées alimentaires au Maroc a explosé, le prix de l'énergie, les logements, le loyer, tout a explosé, tout a augmenté. Et dans le même temps, le gouvernement sort avec une loi punitive, une loi de finances punitive, où les Marocains doivent encore plus payer. Pourquoi une telle décision du gouvernement marocain? Du Marseille.
Oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une monarchie autiste, quoi. Ils sont obligés parce qu'ils sont aussi dans l'obligation, parce qu'ils subissent eux-mêmes, parce qu'ils ont vidé les caisses d'un côté, ils subissent l'inflation comme tout le monde. Seulement dans le reste du monde, il y a toujours des réserves, il y a des allocations, il y a des salaires qui correspondent quand même un petit peu à la vie. Alors que chez nous, comme il l'a dit M. Mediouni, une bouteille de gaz qui coûte presque 100 dirhams, alors que le 100 dirhams, c'est carrément le salaire d'un Marocain par jour. Et ici, il le trouve déjà. Alors, cette inflation, moi, comme je viens de dire tout à l'heure, il faut vraiment que le peuple profite de cette crise. Et c'est elle qui va faire tomber cette monarchie. Parce que le Marocain ne sort dans la rue uniquement quand il a faim. Il sort pas pour revendiquer, par exemple, l'humiliation de la normalisation. Ça aurait déjà été suffisant pour chasser ses pouvoirs. Eh bien non. Alors là, maintenant, et comme ça touche au ventre, ils sont obligés de sortir, et tant mieux que la monarchie augmente les prix, tant mieux. C'est bien pour pousser encore ce peuple, pour qu'il soit vraiment dos au mur, qu'il n'aura pas d'autre chance. Et rien, il n'y a aucun moyen de bricoler avec ce pouvoir, comme ils sortent les faux militants. Il faut arranger par ça, il ne faut faire ceci, il ne faut une monarchie parlementaire. Et moi, quand j'entends ça, j'hallucine. Mais c'est quoi là qu'on a? C'est pas un parlement là-bas. Et ces députés, c'est pas des parlementaires. Il ne faut pas une monarchie parlementaire. Il nous faut la République. C'est la République qui va ramener la dignité au peuple marocain et la liberté. D'ailleurs, c'est le seul germe qui reste dans l'Afrique. Le virus qui reste là-bas, c'est cette monarchie. Oui, tout à fait. Et c'est bon de s'en débarrasser pour le bien de toute la région. Alors, M. Mediouni, est-ce que le peuple marocain pourrait espérer un jour avoir une république? M. Zeraidi vient de le dire, quand on a faim, c'est la meilleure façon de briser le mur de la peur. Quand vous avez faim, vous êtes dos au mur, vous êtes entre la mort et la vie. Donc si vous voulez vivre, il faudrait vous battre. Et vous battre pour quelque chose, pour un objectif qui est cette liberté, une république, la représentation réelle du peuple marocain. Parce que quand on voit les islamistes, tels que la dernière déclaration de M. Al-Athmani, qui était Premier ministre, et qui a signé la normalisation avec Israël, et qui aujourd'hui dit avoir regretté d'avoir signé ce document. Les islamistes ont été impliqués depuis le début dans cette normalisation, et c'est honte à eux par rapport à l'islam, par rapport aux musulmans. Donc ils l'ont fait, c'est pas la peine de venir pleurnicher aujourd'hui. Mais justement, c'est au peuple marocain. Vous savez, c'est le peuple du Rif, c'est le peuple des montagnes, c'est le peuple des campagnes. Vous savez, quand vous voyez un militant des droits de l'homme tel que Zefzefi, condamné à 20 ans de prison, qui vit des moments très difficiles, et d'ailleurs ça a été le témoignage de son père, et aucune organisation internationale de droits de l'homme. On revient à cette démocratie à deux vitesses. D'accord, une démocratie à deux vitesses. Bon, la démocratie à deux vitesses, non. Il faudrait juste être, comment dirais-je, aveugle, pour ne pas comprendre que finalement ces principes de droits de l'homme n'existent que chez les Européens. Aujourd'hui, on parle de traîner Poutine devant la Cour de justice internationale pour crimes de guerre. Est-ce qu'on a traîné tous les gens qui sont responsables des massacres en Irak, de la prison de Abu Ghraib, des massacres en Iran, 20 ans pour que les talibans reviennent au pouvoir, donc des massacres et des morts? Est-ce qu'on a traîné tous ces gens-là devant la... Est-ce que les Israéliens reconnaissent la Cour de justice internationale, la CPI, la Cour pénale internationale? Donc, continuer à croire à ces institutions, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, chaque peuple a son destin entre les mains, à condition qu'ils mettent les égoïsmes de côté pour aller vers quelque chose de noble. Cette liberté d'exister et cette dignité retrouvée. Alors maintenant, cette question qui revient de plus en plus, est-ce qu'il y a un risque de la chute de la monarchie du Maroc? C'est pas un risque, c'est une révolution qui s'est enclenchée, et cette révolution va emporter la monarchie du Maroc. Vous savez,
le monde a changé. Aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire. Est-ce que ceux qui soutenaient le Maroc vont continuer à le faire au vu de cette crise qui va se prolonger? D'ailleurs, Vladimir Poutine l'avait dit hier que cette guerre, elle est longue, elle va être encore plus longue que les gens ne le pensaient. Et donc, ces crises engendrées par cette guerre, et si on ne partira pas vers une troisième guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, cette crise économique, elle est là pour durer. Et tellement elle va durer que le Maroc n'a pas d'autre monnaie d'échange, parce qu'il n'a pas d'économie, le Maroc, à part la drogue et le tourisme. Dites-moi qu'est-ce qu'il a, le Maroc? Il n'a absolument rien du tout. Donc il ne peut pas satisfaire un peuple et cette jeunesse qui n'a pas peur d'aller par l'océan pour rejoindre l'Europe, qui n'a pas peur de mourir en mer pour rejoindre l'Europe, qui n'a pas peur de traverser des barbelés à Ceuta et Melilla pour rejoindre l'Europe. Cette jeunesse n'aura pas peur de combattre pour sa liberté. Et c'est pour cela que c'est pratiquement certain que les jours, comme l'a bien dit votre invité, que les jours du Makhzen sont comptés. Surtout qu'il y a une grosse mésentente au sein même de la monarchie. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le prince héritier, il est trop jeune pour prendre le pouvoir. Le roi, il est malade, d'ailleurs, ça a été confirmé par votre invité, M. Zeraidi. Il vit souvent en France, d'abord parce qu'il est malade, pour son suivi. Deuxièmement, parce qu'il a peur d'être au palais, parce qu'il y a une insécurité pour lui et pour son fils au palais. Aujourd'hui, les gens se battent à couteau tiré pour la succession au Maroc. Mais malheureusement, ce n'est pas uniquement la famille royale, mais c'est les impératifs qui exigent Israël qui sont actuellement mis en place dans le royaume marocain. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de cette monarchie. Merci, Monsieur Medioni. Merci, Monsieur Mourtal, Saïd Medioni. Nous arrivons malheureusement, enfin, c'est passé très vite à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Monsieur Abdelatif Zeraidi, merci d'avoir été des nôtres également ce soir, que nous avons joint par Skype. Donc, je tiens à préciser que vous êtes à Mulhouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes activiste politique et opposant marocain. Merci à vous, messieurs, d'avoir décortiqué ces questions, ces faits sur la question, la situation socio-économique du Maroc, et à très bientôt.